Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues. Le gouvernement nous invite ce jour à un débat 50-1 suivi d'un vote sur l'accord commercial de libre-échange que l'Union européenne s'apprête à signer avec le Mercosur. Ma première réaction à cette annonce fut de m'interroger sur vos motivations, madame la ministre, monsieur le ministre, dès lors que nous attendons depuis 2019 l'inscription au Sénat du projet de ratification du CETA, traité fort semblable à celui dont nous débattons, qui a fait l'objet lui aussi d'une forte contestation populaire, d'une mobilisation des agriculteurs, qui a été scindé en deux pour permettre depuis 8 ans l'application provisoire de son volet commercial, et tout ceci sans émouvoir particulièrement le président de la République ni ses gouvernements successifs. Je me suis dit ensuite qu'il s'agissait peut-être de votre part d'une prise de conscience, certes tardive, mais bienvenue, des dangers de ces accords de libre-échange, d'une prise en compte de nos arguments et demandes formulés depuis des années pour réorienter nos politiques d'échange. Nous pourrions aussi considérer, ce que nous n'osons imaginer, que nous sommes l'objet d'une petite manœuvre pour nous associer symboliquement, voire pour servir de caution au gouvernement en mal de majorité et suspendu à une possible censure, pour envoyer un message d'apaisement aux agriculteurs légitimement en colère. Je m'inquiète d'ailleurs de la signification du vote que vous nous demandez. Nous n'avons pas reçu de proposition écrite d'une éventuelle communication ou résolution. Alors s'agit-il d'un soutien au gouvernement, d'une adresse à la Commission européenne ou d'une rupture stratégique? Nous ne souhaitons pas, en tout état de cause, nous retrouver dans le rôle d'idiots utiles et nous vous invitons à vous souvenir à l'avenir du rôle du Parlement pour discuter des politiques et positions que la France défendra au Conseil. Il ne s'agit pas seulement de recueillir notre soutien, mais de nous écouter. Et jusqu'à présent, vous ne l'avez pas ou peu fait, et votre initiative arrive malheureusement très tard, voire trop tard. Que s'est-il passé depuis l'accord avorté de 2019 ? Rien. Le compte n'y était pas, il n'y est toujours pas. Rien, si ce n'est que la France se trouve aujourd'hui isolée, à l'image de sa perte d'influence en Europe, que 11 États membres ont pris position en faveur de l'accord, que la Commission, pour éviter un éventuel veto, est prête à scinder celui-ci en deux, et qu'il sera alors bien difficile à la France de mobiliser une minorité de blocage malgré l'appui hier de la Pologne. Rien, si ce n'est que le gouvernement a soutenu le report du règlement sur la déforestation, ouvrant ainsi une brèche dans l'accord et les négociations. Que le président de la République a sonné le premier la charge contre la réglementation verte en Europe. Voilà 25 ans que les négociations ont débuté. 25 années pendant lesquelles le monde a changé. Que le dérèglement climatique s'est accéléré. Que le protectionnisme américain est plus que jamais affirmé. Que la guerre commerciale entre la Chine et le reste du monde s'intensifie. Que le multilatéralisme est en panne, à l'image de la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, et que nous connaissons une guerre d'agression à nos portes. 25 ans que l'Union européenne dispose d'un mandat de négociation totalement obsolète, que les problèmes de fond posés par l'accord de 2019 sont connus et restent d'actualité. Tout d'abord, cet accord est dangereux pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Le fossé entre le cadre réglementaire européen et la pratique dans les pays du Mercosur sur les normes environnementales, sanitaires et de bien-être animal représente un double risque pour nos agriculteurs soumis à une concurrence déloyale et un risque sanitaire pour les consommateurs européens. Alors que l'Union européenne a acté des positions ambitieuses pour faire évoluer notre agriculture, avec le pacte vert et la stratégie de la ferme à la fourchette, autoriser aujourd'hui des produits ne respectant pas nos normes serait un terrible désaveu pour nos agriculteurs qui n'ont comme ambition que de nous nourrir sainement. Ainsi, la quantité de pesticides utilisés au Brésil est 2 fois plus importante qu'en France et 145 d'entre eux sont interdits en Europe car dangereux et cancérigènes. Les limites maximales de résidus sont dans la plupart des cas plus hauts que les normes européennes. De même, les activateurs de croissance et les antibiotiques sont largement répandus dans l'élevage. Mesdames, Messieurs les ministres, il n'est pas acceptable que l'Union européenne ouvre 180 000 tonnes de nouveaux quotas d'importation de viande de volaille à droit de douane nul, élevés dans des fermes-usines 50 fois plus grandes que les exploitations autorisées en Europe,
alors que la moitié des poulets que nous consommons sont déjà importés. Il n'est pas acceptable que l'Union européenne, qui encourage le pâturage sur nos territoires, accepte l'entrée de 99 000 tonnes de viande bovine supplémentaires, engraissées aux antibiotiques, dans des exploitations de plus de 10 000 têtes, qui s'ajoutent au cumul des milliers de tonnes déjà autorisées dans les autres accords. Il n'est pas acceptable d'autoriser l'importation d'1 million de tonnes supplémentaires de maïs chaque année, à 0 droit de douane, traité à l'atrazine, herbicide interdit depuis plus de 20 ans en France, alors que nos agriculteurs réduisent l'utilisation des pesticides. Il en va de même pour l'ouverture de quotas additionnels sans droit de douane pour le sucre, qui déstabiliserait nos filières ultramarines, ou encore l'éthanol. Tout ceci n'est pas acceptable. Alors que l'Europe se fixe des ambitions élevées et s'impose des conditions strictes de production, l'arrivée de ces produits sur nos marchés se fera au détriment des producteurs et éleveurs européens, sur fond de distorsion de concurrence, de pression sur les prix et d'absence de contrôle. Au-delà des volumes, ce sont aussi les conditions de production des pays du Mercosur qui alimentent les inquiétudes. Ainsi, le Brésil a récemment suspendu ses exportations de viande de génisse suite à l'un des trop rares audits de la Commission européenne sur place, démontrant que les autorités locales n'étaient pas en mesure de vérifier que ces produits ne présentaient pas de traces d'une hormone de croissance, l'estradiol 17 bêta, interdite dans l'Union européenne depuis 1996, attestant ainsi de l'impossibilité d'avoir confiance dans le système de traçabilité brésilien. Plus largement, cet accord ferait peser un risque majeur sur la sécurité des approvisionnements agricoles et de leur traçabilité alimentaire, portant atteinte à notre souveraineté alimentaire et à la bonne information des consommateurs. Au Brésil, l'aboutissement de cet accord profiterait essentiellement aux immenses exploitations agricoles qui produisent sans aucune considération environnementale et sociale, au détriment des petits producteurs qui n'auront pas les moyens de résister à la pression sur les prix et aux peuples autochtones chassés de leurs terres. Alors que certains acteurs sud-américains commencent à douter de l'intérêt de cet accord, celui-ci pourrait bien être perdant-perdant, en n'apportant pas les bénéfices promis au Mercosur et en les forçant à poursuivre un modèle de production intenable sur le plan environnemental, injuste socialement et fragilisant dans le même temps les normes européennes. Perdant-perdant pour le climat, avec la poursuite de la déforestation de l'Amazonie. Depuis 1999, c'est une surface équivalente à la péninsule ibérique qui est partie en fumée. Cette déforestation, principalement liée à l'élevage et à la production de soja, contribue massivement aux émissions de gaz à effet de serre et à l'effondrement de la biodiversité. Alors que l'Union européenne a adopté un règlement pour lutter contre les produits issus de la forestation, que la droite européenne cherche malheureusement à affaiblir, ratifier cet accord serait un non-sens législatif et historique totalement incompatible avec le respect de l'accord de Paris. Cet accord est néfaste pour le climat, néfaste pour notre souveraineté alimentaire, néfaste pour la qualité de ce que nous consommons, et il est dangereux pour nos agriculteurs. C'est le message qu'ils vous adressent, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, par leur mobilisation. Mais leur alerte va bien au-delà de ce traité. Les agriculteurs nous demandent avant tout d'être reconnus pour ce qu'ils apportent à la nation. Ils revendiquent des prix rémunérateurs tout en préservant leur santé et de pouvoir vivre dignement de leur travail. La compensation financière qui a été un temps évoquée est une illusion et un pansement sur une jambe de bois, justifiant qu'il s'agit bien de concurrence déloyale. Alors que notre agriculture fait des efforts pour satisfaire les nouvelles exigences de la société, entraînant des coûts importants et des transitions parfois difficiles, ce dispositif financerait inévitablement la disparition de pans entiers de nos sociétés en achetant le silence des derniers agriculteurs français et européens. Très concrètement, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l'agriculture ne doit pas être la variable d'ajustement des intérêts offensifs des États membres. Elle n'est pas un objet de marchandage. Il ne peut pas y avoir de deal entre malbouffe et belle voiture. Céder, c'est renoncer à nos ambitions. Nous demandons depuis de nombreuses années une réorientation radicale de ces accords qui doivent être des outils au service de nos intérêts stratégiques. La force de l'Union européenne réside dans sa capacité de régulation.
Elle seule peut porter aujourd'hui un modèle de développement durable en utilisant la puissance de son marché intérieur. Nos accords doivent redevenir de réels partenariats économiques et politiques fondés sur la défense des droits humains, le respect des objectifs de développement durable de l'ONU, des accords de Paris, de la protection de normes sociales et environnementales élevées. Ils devront intégrer des clauses de réciprocité des normes, des clauses miroirs, des mécanismes contraignants assortis de sanctions et des clauses de revoyure assurant un réel contrôle démocratique. Ils devront également comporter des clauses de devoir de vigilance et de responsabilité sociétale des entreprises des pays concernés. Le culte du libre-échange qui a transformé l'Europe en continent de consommateurs dépendant de ses concurrents et qui a conduit à une casse sociale d'ampleur dans nos régions, favorisant au passage la montée des souverainistes et de l'extrême droite, ne doit pas aujourd'hui détruire la cohésion européenne. En cédant à des intérêts économiques immédiats, l'Europe se mettrait en danger en exposant ses divisions internes sur des intérêts offensifs divergents, risquant de compromettre l'unité nécessaire pour défendre une vision commune. L'Europe s'affaiblit sur la scène internationale et pourrait, si nous n'y prenons garde, être empêchée de défendre ses principes de durabilité et de solidarité. Nos concitoyens, quant à eux, manifestent une défiance persistante à l'égard de cet accord. Une crise de confiance nourrie par la Commission européenne qui poursuit tambour battant les négociations de nouveaux accords tous azimuts dans une logique purement libérale. Et bien qu'ayant reçu un mandat pour négocier un accord mixte, l'Union européenne vise à scinder l'accord en deux et faire adopter ses dispositions commerciales à l'encontre du mandat donné par les États, ce qui poserait un problème de légitimité démocratique. Les résolutions adoptées à l'Assemblée nationale en 2023 et au Sénat en 2024 ont déjà souligné que les conditions démocratiques, économiques, environnementales et sociales n'étaient pas réunies pour signer cet accord. Vous avez donc, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, un large soutien de l'opinion publique et des parlementaires. Mais qu'en ferez-vous ? Un message à la Commission pour rappeler que vous ne voulez pas de cet accord en l'état ? Un appui pour trouver une minorité de blocage, aujourd'hui difficile à établir ? Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous vous soutiendrons pour cela. Mais ce que nous vous demandons, au-delà, c'est un moratoire sur l'ensemble des accords commerciaux en cours, c'est de repenser notre modèle d'échanges commerciaux, de replacer la légitimité démocratique en son centre et d'agir pour des accords ambitieux et respectueux socialement et environnementalement.